Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle Rec Session dans un nouveau décor comme vous pouvez le voir autour de moi. Rec Session dans laquelle on va parler aujourd'hui de mise à jour, principalement sur la partie vidéo dans nos boîtiers Lumix. Avec nous pour parler de ces mises à jour, Romain Sarret. Romain qui est un de nos ambassadeurs depuis longtemps maintenant, vidéaste, réalisateur principalement sur des vidéos run and gun. Bonjour Romain. Salut Mathilde, bonjour à tous. Avec nous également Bernard Bertrand, qui est un de nos ambassadeurs depuis quelques années, qui est à la fois photographe et réalisateur en studio, qui utilise toute notre gamme plein format et micro 4 tiers. Bonjour Bernard, bienvenue. Salut Mathilde, salut Romain. Je vous le disais, on va parler mise à jour aujourd'hui. Mises à jour qui ont déjà été annoncées sur plusieurs boîtiers, notamment notre gamme plein format sur les Lumix S, mais aussi la caméra BGH1 dont on reparlera plus tard. Ces mises à jour vont concerner principalement 3 boîtiers. Le Lumix S1, le Lumix S1H pour la partie vidéo professionnelle et la caméra BGH1 dont je vous parlais. On commence tout de suite avec le S1. Le Lumix S1 va enfin passer en version 2.0. La mise à jour sera disponible très rapidement puisque ce sera à partir du 6 avril que vous allez pouvoir la retrouver sur le site de Panasonic. Qu'est-ce que je récupère dans cette mise à jour ? Eh bien, première nouvelle, je récupère enfin la SICA. La SICA en 24p directement en interne dans mon boîtier en 420 10 bits. Je vais pouvoir, à la différence du S1H, utiliser cette qualité en SICA pendant 15 minutes, disponible dans le format Move. Alors toutes les mises à jour dont je vais vous parler sur le S1 seront disponibles si vous êtes en possession de la mise à jour optionnelle SFU2. C'est la mise à jour qui vous apportait jusque-là principalement le Vlog sur le S1. Pour votre information, c'est une mise à jour qui est offerte actuellement par Panasonic France et donc vous pouvez la voir de façon gratuite dans le cadre de l'achat d'un S1. Cette mise à jour, je reviens donc aux nouveautés, en plus de la SICA, va vous apporter également la Cinema 4K en 60p directement en interne dans le boîtier. Cette Cinema 4K, vous y accédez en 420 10 bits. Pour avoir le 422 10 bits, je vais utiliser la Cinema 4K 30p, toujours en interne. Ici, on est en Move, vous avez un temps d'enregistrement illimité sur la Cinema 4K 30p et vous êtes à 30 minutes sur la 60p. Enfin, je récupère du 10 bits également en 4K, en 60p, 420. 30 minutes également. Ça, c'est pour les qualités d'image. Maintenant, autre chose qui était très attendue sur le S1, le RAW. Vous allez récupérer le RAW 12 bits via HDMI bien sûr, jusqu'en SICA, puisque la SICA est disponible sur le S1 désormais, grâce à la connexion Ninja V, puisque c'est toujours de l'Apple ProRes RAW. Vous accédez aussi sur le S1 au mode anamorphique 4K, que vous connaissez déjà du S1H, mais aussi du S5, donc compatible avec des optiques anamorphiques. Et puis vous récupérez le timecode et le double isonatif manuel. Pour le petit détail, ce double isonatif en version manuelle ne nécessite pas la mise à jour optionnelle SFU2. Dernière information, qui va concerner plusieurs boîtiers, la vidéo verticale. Je vous en parlais dans les précédentes Rec Sessions, La vidéo verticale, c'est ce qui vous permet, en tournant le boîtier, d'avoir l'enregistrement qui se fait directement dans le format vertical. C'est une bonne chose. Par contre, il peut arriver que dans certaines utilisations, par exemple si vous utilisez votre caméra sur un drone, le gyroscope peut être un peu perdu en fonction de l'orientation de votre drone. Et bien là, vous avez la possibilité désormais sur tous ces boîtiers, S5, S1, S1R, S1H, d'indiquer à la caméra directement en quel format vous allez enregistrer. Est-ce que vous allez filmer en horizontal ou en vertical? Vous pouvez lui indiquer de façon manuelle pour qu'elle reste bloquée dans cette orientation, même si le gyroscope se perd un peu à cause du drone. Donc ça, c'est un petit détail important. Romain, tu as découvert comme nous ces mises à jour que récupère le S1, cette mise à jour qui lui donne beaucoup de nombreuses fonctionnalités supplémentaires, et j'aimerais savoir ce que tu en penses. Eh bien, encore une fois, Panasonic tient ses promesses et fait évoluer ses boîtiers pour les garder au goût du jour. Mais aussi et surtout, Pana montre bien à ses utilisateurs qui ne sont pas mis de côté et qui n'ont pas à, entre guillemets, regretter un boîtier qui est sorti en premier, dans la série L, j'entends. En gros, le but, c'est vraiment d'éviter l'obsolescence. Et là, c'est bien joué encore avec ce bond en avant du point de vue des specs. Parce que le S1, c'était déjà un très bon boîtier vidéo. Mais là, il revient encore davantage dans la course avec l'ajout d'une multitude d'options vidéo.
dont bénéficient d'ailleurs le S1H et le S5, c'est-à-dire entre autres la 6K, C4K, ProRes RAW en externe, réglage manuel du dual ISO et bien sûr les modes anamorphiques que j'adore. Et avec ça, ça fait un boîtier au top qui se rapproche du S1H, donc les utilisateurs vont apprécier, c'est sûr. Merci Romain. Alors pour compléter, j'aimerais qu'on découvre ensemble une vidéo que tu as tournée au S1H cette fois, puisque le mode anamorphique n'était disponible jusqu'alors que sur le S1H. Depuis, il y a eu le S5. J'aimerais qu'on découvre cette vidéo que tu as tournée donc en anamorphique et on se retrouve juste après. Alors Romain, cette vidéo, donc je le disais, tu l'as tournée au S1H. Ce mode anamorphique est désormais disponible dans le S1. Qu'est-ce que ça va t'apporter? Est-ce que vraiment tu as un intérêt à le récupérer dans le S1 également? Alors, ça va tout simplement m'apporter la possibilité de prendre désormais le S1 comme caméra B lorsque j'utilise le S1H et que je shoote en anamorphique. Il faut savoir qu'il y a vraiment moyen de profiter de ce mode, l'anamorphique, pour des sommes relativement modestes, on va dire, grâce notamment à des adaptateurs anamorphiques d'occasion, qui sont des vieilles lentilles de projecteur et qu'on peut trouver pour quelques centaines d'euros en occasion. Cette vidéo a été tournée avec un Helios 44.2 que j'ai acheté dans les 80 euros et un adaptateur SLR Magic Anamo, mais il y a mieux, moins cher sur le marché de l'occasion avec les Sancor ou les Koa. Donc clairement, cette mise à jour a pour effet de faire remonter d'un cran le S1 dans les prods parce que maintenant on peut l'utiliser sur des projets plus haut de gamme comme de la fiction ou du cinéma. Merci Romain. Bernard, j'aimerais avoir également ton avis puisque ton travail est différent de celui de Romain. Toi, tu travailles principalement en studio. Quels sont les avantages que tu vois dans cette mise à jour sur le S1? Eh bien, en fait, le S1 talonne cette fois véritablement le S1H et le S5. Et encore une fois, comme je le dis souvent, c'est véritablement dans l'ADN de Panasonic de travailler sur leur mise à jour. Tout le monde se souvient encore de la mise à jour du GH5. C'était pratiquement un nouveau boîtier, pour ce qui est du mode vidéo en tout cas. Et là, à nouveau, le S1, c'est pareil. Ce qu'on lui rajoute là est juste énorme. De la 6K et surtout le RAW en 6K et 4K et de l'anamorphique en 3.5K. Pour tous les possesseurs de S1, Panasonic leur livre là une nouvelle caméra en fait. C'est assez génial de voir ça en fait. Et comme je le disais, c'est vraiment dans l'ADN de Panasonic d'étonner tout le monde comme ça avec des firmware. Le RAW qui débarque là sur le S1, on est là vraiment dans un process qui n'était pas facilement accessible pour les petites structures, des gens qui fonctionnent tout seuls ou à deux ou à trois. Et l'Apple ProRes, j'ai fait quelques tests. C'est véritablement un bonheur. Après, je fais vraiment partie de ceux qui vont vraiment privilégier la qualité de l'exposition à la prise de vue. Mais en effet, ça c'est génial de se dire qu'avec cet Apple ProRes, dans Final Cut par exemple, on va pouvoir revoir la température de couleur, la sensibilité en ISO, ajuster son exposition, et tout ça en dehors de la prise de vue. Donc oui, tout ça pour moi offre des possibilités incroyables au niveau créatif, qu'il y a encore quelques années sans doute, était difficile à envisager pour une caméra à 2000 euros, soyons clairs. Merci Bernard. Alors toi aussi, tu shootes de temps en temps en mode anamorphique avec le S1H. On va découvrir une vidéo que tu as réalisée avec ce mode. On se retrouve juste après.
Bernard, on vient de découvrir la vidéo que tu as tournée au S1H, donc dans ce mode anamorphique. Pour toi, quel est l'avantage de récupérer ce mode directement dans le S1? Alors on vient de voir le clip de Romain en anamorphique et on vient de voir un petit test que j'ai réalisé en 45 minutes avec un ami. J'avais en fait à ma disposition un set d'optiques Kowa anamorphique, totalement hors de prix à l'achat. Et entre l'endroit du workshop où j'avais utilisé ces optiques et l'endroit où je devais les ramener en fait, dans ma voiture, j'ai appelé un ami sprinter, je lui ai demandé s'il n'avait pas 20 minutes à passer avec moi sur la piste. Et j'ai shooté ces images. Et j'ai vraiment été bluffé de me rendre compte qu'on a dans nos Lumix un mode de stabilisation dédié au mode anamorphique. En gros, on va aller dans le menu, on va dire à l'appareil qu'on utilise tel ou tel type d'objectif anamorphique. Et la stabilisation va réagir en fonction de l'objectif embarqué. C'est assez dingue. Et quand on connaît la qualité de la stab chez Pana et qu'on se rend compte que les ingénieurs ont même été jusqu'à implémenter une stabilisation dédiée au type d'objectif anamorphique qu'on utilise, c'est vraiment génial. Et pour moi, c'est véritablement à l'arrivée de la gamme S que je me suis découvert une passion pour l'anamorphique. Et tous les possesseurs de S1 pourront demain faire donc des propositions différentes à leurs clients. Encore une fois, d'un point de vue créatif. Et l'anamorphique, l'essayer, c'est l'adopter. Et juste une petite parenthèse pour cette génération de créatifs qui filment avec un S1, S5 ou S1H, l'anamorphique, c'est absolument pas inaccessible. D'abord parce qu'il y a de plus en plus de solutions accessibles financièrement. Personnellement, par exemple, j'utilise ici un scope anamorphique Evascope 1.5. En l'occurrence, là, pour le coup, je l'ai testé avec un zoom, carrément, le 20-60. Bon, dans ce cas-là, il va falloir que je me cale sur une focale, mais ça va fonctionner. En principe, je monte ce scope sur un Helios, une vieille optique soviétique, que j'ai payé, je crois, 75 € sur eBay. Mais j'ai filmé aussi avec le S1H, avec des optiques anamorphiques cinéma, totalement hors de prix à l'achat, mais qui existent en fait à la location. C'est une chose que je dis souvent dans mes workshops ou masterclass, le S5, S1H et maintenant le S1 repoussent aujourd'hui les limites de la créativité. Autant en profiter au maximum, je dirais, tout simplement. Merci Bernard. On va passer maintenant au S1H. Justement, on en parlait avec ce fameux mode anamorphique. Le S1H récupère lui aussi une mise à jour. Il va passer en version 2.4. Cette mise à jour, elle sera disponible dès le 31 mars. Donc c'est vraiment tôt, ça arrive très bientôt. C'est un boîtier, comme vous le savez déjà, qui fait partie de la Post Technology Alliance de Netflix, qui a été approuvé pour les tournages Netflix. Et on va découvrir ensemble ce qu'elle apporte. Vous le voyez à l'écran, on récupère le RAW Blackmagic. Le S1H était déjà doté du RAW ProRes RAW, donc d'Apple. Je viens récupérer aussi le RAW 12 bits, toujours via HDMI bien sûr, Blackmagic. Jusqu'en 6K évidemment, puisque le S1H tourne en 6K. Et vous pourrez désormais profiter de ce RAW en utilisant l'écran Blackmagic Video Assist 12G HDR. Principal avantage de récupérer ce Blackmagic RAW, c'est de pouvoir utiliser DaVinci Resolve et DaVinci Resolve Studio. Dans ce RAW, vous allez également avoir la possibilité de récupérer tous les assistants de tournage ainsi que le Vlog et le profil V709 qui sont déjà disponibles dans le S1H. Donc si on récapitule, le S1H a désormais deux possibilités d'utiliser le RAW. Vous avez, comme je vous le disais, le RAW Blackmagic qui me permet d'utiliser DaVinci et puis j'ai après le RAW en ProRes RAW, donc Atomos, qui me permet via le Ninja V d'Atomos d'utiliser différents logiciels comme Final Cut ou Adobe Premiere. Bernard, le fait d'avoir le choix désormais entre ces deux possibilités, entre le ProRes RAW et le Blackmagic RAW, qu'est-ce que ça va changer pour toi? Est-ce que c'était quelque chose d'important? Alors là, oui, c'est vraiment énorme pour moi. Ça fait longtemps que je monte sur Premiere Pro, principalement pour y inclure des liens dynamiques sur des éléments d'After Effects. Mais à chaque fois que j'ai véritablement la volonté de soigner mon étalonnage, j'exporte un fichier XML de mon montage et je fonce donc dans DaVinci Resolve, qui est clairement l'outil d'étalonnage le plus abouti. Et c'est déjà depuis longtemps le standard dans l'industrie du cinéma en matière d'étalonnage. Évidemment, Apple ProRes, impossible dans DaVinci. Et inversement, pas de Blackmagic RAW dans Final Cut Pro évidemment. Tout l'intérêt de shooter en RAW, c'est justement d'apporter à l'étalonnage le fichier le plus complet et le plus souple possible pour justement pouvoir se faire plaisir à l'étalonnage. Donc jusqu'ici, ça a été un petit peu un compromis.
ou je shootais en Vlog et j'étalonnais dans DaVinci quand je voulais vraiment me faire plaisir, ou alors je shoot en Apple ProRes pour la souplesse du fichier, mais je dois tout faire dans Final Cut Pro. Et ce qui n'est pas un problème, soyons clairs. L'interface a bien évolué et on retrouve là aussi tous les outils de gestion de fichiers RAW. Donc là aussi, c'est plaisir garanti. Mais malgré tout, oui, si je veux vraiment m'éclater sur un étalonnage, personnellement, c'est sur DaVinci Resolve. Merci Bernard. Romain, de ton côté, le Blackmagic RAW, en plus de l'Apple ProRes RAW, tu sentais que c'était une vraie attente sur le S1H? Là, pour le coup, je parlerai même pas d'attente, je dirais plutôt énorme cerise sur le gâteau. Et surtout, Pana a vraiment bluffé tout le monde, nous y compris, parce qu'on s'y attendait pas du tout à cette surprise. La première chose qu'on a fait avec Bernard lorsqu'on a appris cette mise à jour, c'est de s'appeler pour se dire que d'abord c'était hallucinant, mais surtout c'était surprenant. Parce qu'il faut quand même savoir que les deux formats RAW que va proposer désormais le S1H, donc l'Apple ProRes et le Blackmagic, sont en quelque sorte des concurrents. Donc voilà. Et pour ceux qui ne connaissent pas vraiment ce que c'est que le RAW, lorsque vous shootez un enregistrement normal, tel que H264, et surtout avec un profil d'image appliqué, comme le standard, naturel, etc., vous avez un traitement interne à la caméra qui est appliqué sur votre image avant d'être enregistré sur la carte mémoire, et sur lequel vous pourrez revenir, mais assez difficilement, parce que c'est inscrit en dur. Et justement, le RAW, c'est tout l'inverse, car il s'agit d'un signal ou d'une image qui est brute, sortie de capteur, sans aucun traitement, et sur laquelle vous aurez tout le contrôle en post-prod, parce que vous retrouverez a posteriori la possibilité de corriger des réglages comme l'expo, la balance des blancs, etc. Et voilà, c'est vraiment malin de la part de Pana, parce qu'il redonne un coup de boost au S1H, et vu que le S1 remonte, et le fait d'avoir vraiment une caméra qui propose ces deux formats RAW, c'est unique, et surtout c'est top, parce qu'il y a vraiment de plus en plus de gens qui utilisent le logiciel DaVinci Resolve, qui est le meilleur logiciel d'étalonnage, et on sait que le RAW Blackmagic est vraiment d'excellente facture, donc ça devrait donner encore plus de possibilités en post-prod. Et surtout finalement à ceux qui ne montaient pas sur Mac parce que c'était difficile d'exploiter le ProRes RAW, parce qu'il est vraiment fait pour être exploité au maximum par Final Cut, même s'il est compatible avec Adobe Premiere Pro. Voilà. Et encore un petit rappel, le ProRes RAW nécessite un enregistreur Ninja 5 et le Blackmagic nécessitera un enregistreur BM. Voilà, en tout cas, c'est vraiment une excellente nouvelle, très très bonne surprise et on va vraiment pouvoir s'amuser encore davantage avec l'excellent S1H. Merci Romain. Allez, on récapitule ensemble, comme ça on est sûr d'avoir les bonnes infos. S5, S1, S1H. Sur le double ISO natif, les trois ont la possibilité de le gérer. Seul le S5 est en automatique, je récupère la fonction manuelle sur le S1 en plus du S1H. En termes de qualité vidéo, le S5 monte toujours en cinéma 4K jusqu'en 60p. Il est limité à 30 minutes dans le temps d'enregistrement, sauf à partir de la 30p 8 bits où là, on est en illimité. Les S1 et S1H, eux, disposent de la 6K jusqu'en 24p. La principale différence réside dans le temps d'enregistrement, illimité toujours sur le S1H. On est à 15 minutes en 6K sur le S1 et 30 minutes en cinéma 4K. En termes d'échantillonnage, les trois appareils ont désormais la possibilité d'utiliser le 422 10 bits en cinéma 4K 30p directement en interne et les trois ont la possibilité d'utiliser du RAW jusqu'en 6K. La différence, je vous le disais, c'est que le S1H récupère le Blackmagic RAW en plus du ProRes RAW. Toujours en termes de vidéo dans les fonctionnalités supplémentaires, le S1, comme ses deux collègues, récupère l'anamorphic 4K et le timecode en plus du Vlog et de la fonctionnalité HDR. Et enfin, vous avez des assistants de tournage qui sont disponibles sur ces trois boîtiers, y compris la vidéo verticale qui est apparue dernièrement. Voilà pour les LumiXS, voilà pour les pleins formats. On va maintenant s'attaquer à la caméra qu'on appelle la Lumix BG-H1. Vous la voyez à l'écran, mais certains se demandent probablement ce que c'est que ce cube. La caméra BG-H1, c'est une caméra qu'on appelle caméra évolutive. Je vous la montre à l'écran juste ici pour que vous puissiez vous rendre compte de la différence et de la taille par rapport à mes mains. Donc on est vraiment sur un cube et sur une caméra qui va être très légère. Comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est un capteur micro 4 tiers. Donc là, on ne parle plus de plein format, on est vraiment sur un capteur micro 4 tiers. Hop, voilà, je récupère le reflet dans les projecteurs. C'est une caméra qui est extrêmement boostée en vidéo.
Première chose, elle est faite pour la basse lumière. C'est un capteur haute sensibilité à 10 millions de pixels, micro 4 tiers je vous le disais, et c'est une caméra qui également a la fonctionnalité du double ISO natif, donc qui vous permet vraiment d'avoir une gestion de la basse lumière qui est optimisée. Boosté en vidéo, je vous le disais, on est sur de la vidéo professionnelle. Cette caméra tourne jusqu'en cinéma 4K 60p, 4.2 10 bits en HDMI, 4.2.0 en interne, avec un temps d'enregistrement qui est totalement illimité dans tous les formats. Vous avez également la possibilité, comme sur le GH5 pour ceux qui le connaissent, le V-Log L, qui cette fois est directement intégré comme c'est le cas sur le GH5S. Et enfin, vous avez accès au mode anamorphique dont on parlait juste avant, anamorphique en 4K, ainsi que la fonction HLG pour des images en HDR. Ces fonctionnalités sont complétées par des fonctionnalités supplémentaires en vidéo qui sont disponibles uniquement sur cette caméra, comme notamment des sorties en HDMI mais aussi en SDI, qui sont d'ailleurs utilisables simultanément. Vous avez également une entrée Genlock, comme vous pouvez le voir à l'écran sur les 3 prises, ainsi qu'une entrée-sortie Timecode. C'est une caméra qui va aussi pouvoir être utilisée en fonction multicam. Vous allez avoir la possibilité de contrôler plusieurs caméras directement grâce à notre logiciel Lumix Teaser, pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Et c'est également une caméra qui est compatible avec le câble Ethernet. Vous allez pouvoir non seulement récupérer la connexion directement avec un câble Ethernet, mais également l'alimentation. Et vous pouvez aussi brancher cette caméra en USB-C. Donc vous l'avez compris, c'est une caméra qui va être utilisable dans de nombreuses situations. Vous allez pouvoir l'utiliser en streaming, on en reparle juste après, et vous allez aussi pouvoir l'utiliser bien sûr dans le cadre d'un tournage de film, de cinéma, dans les tournages de documentaires, mais aussi sur des événements live, puisque je peux l'utiliser en streaming, ou encore, de par son format, facilement utilisable sur les drones, puisque la caméra est toute légère. Je vous laisse découvrir en images cette caméra. On se retrouve juste après ça. The box camera from Panasonic is very unique in the sense that it's perfectly suited for a multitude of different things. I mean, you could use it on small gimbals, and drone definitely being one of them. You know, it's the most ergonomic camera I've ever used on a drone. Across the board, whether it's a big TV show or a documentary, there is always somehow a reason that we need to get into a small space. Not every job that we do is the same, so the fact that we were able to go shoot a scene in a movie and then use that same camera to go do a multicam live event and use that same camera to go shoot a commercial, I've never seen anything like it. Panasonic. Pourquoi je vous parle de cette caméra BGH1 aujourd'hui? Eh bien tout simplement parce qu'elle fait partie des appareils qui récupèrent une mise à jour pour ce printemps. Cette BGH1 va donc elle aussi passer en version 2.0, une mise à jour qui est disponible au 24 mars. Alors qu'est-ce qu'elle récupère cette BGH1? Eh bien déjà tout à l'heure on parlait du streaming. Le streaming c'est un point très important dans l'utilisation de cette caméra. La BGH1 va récupérer le streaming IP. On redétaillera les choses juste après pour que vous ayez bien en tête les différentes possibilités de streaming. En tout cas, le streaming IP lui permet de streamer directement en 4K 60p via une connexion LAN. Et vous allez également récupérer le timecode et la programmation de départ de votre streaming. Autre fonctionnalité très importante, vous le voyez ici, la BGH1 est branchée sur un Ninja V. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle récupère elle aussi le RAW en HDMI, en 4K et en anamorphique. Là, on est bien sur de l'Apple ProRes RAW. Enfin, elle va également récupérer la vidéo verticale manuelle, puisque, encore plus important pour elle, elle est très utilisée sur les drones, donc important de pouvoir la bloquer soit en horizontal, soit en verticale, selon l'orientation que vous voulez choisir. Et puis, vous allez avoir la possibilité d'afficher votre statut Genlock directement sur l'écran qui est branché à cette caméra, puisque cette caméra n'a pas d'écran. Je reviens sur le streaming. Jusqu'à aujourd'hui ou jusqu'à hier, vous aviez 3 possibilités pour streamer avec la BGH1. Première possibilité, j'utilise un boîtier de streaming qui va venir
se plugger entre la caméra BGH1 et le PC. Donc je branche mon boîtier en HDMI côté caméra et en USB sur mon appareil, sur mon PC, pour pouvoir streamer en 4K 60p, selon le boîtier de streaming évidemment. Avec cette possibilité, je peux également streamer le son enregistré. Deuxième possibilité, je branche directement ma caméra en USB sur le PC. Dans ce cas, j'ai besoin de deux choses. La première, c'est le logiciel Lumix Teaser qui me permet de contrôler ma ou mes caméras pour le streaming. Et le deuxième logiciel dont j'ai besoin, c'est un logiciel de streaming justement de type OBS. Troisième possibilité, cette fois toujours je branche ma caméra en USB et là je l'utilise simplement comme webcam. Dans ce cas, j'ai besoin du logiciel Lumix Webcam et à ce moment-là, le PC va capter cette BGH1 directement comme n'importe quelle caméra de webcam. Dans ces deux dernières situations, j'atteins un streaming en HD en 30p. Et dans cette deuxième possibilité, donc via Lumix Webcam, je n'ai pas le contrôle de la caméra puisque je ne passe pas par le logiciel Lumix Teaser. Le streaming IP maintenant. Eh bien, grâce au streaming IP, la première chose, c'est que je vais pouvoir me brancher en LAN, donc directement avec mon câble Ethernet. Grâce à ce câble, je peux tourner en 4K 60p en ayant un branchement direct avec ma caméra. Je peux donc aussi exploiter le son enregistré. Et je récupère également le contrôle de ma ou mes caméras puisque je peux utiliser en parallèle de ce branchement le logiciel Lumix Teaser qui va me permettre de gérer à la fois plusieurs caméras, donc cette fonction multicam, mais qui va aussi me permettre de gérer l'exposition de mon image, la qualité d'image, etc., etc. Ce logiciel Lumix Teaser va lui aussi avoir besoin d'une mise à jour pour pouvoir s'adapter aux nouvelles fonctionnalités. Il va passer en version 1.1. Deux petits changements. Vous allez avoir le bouton REC que vous voyez en haut à droite de l'écran qui va être activable et qui va vous indiquer si vous êtes en sortie SDI HDMI. Et vous avez également l'affichage de votre qualité d'enregistrement sur votre sortie RAW. Derniers apports, vous allez avoir une caméra dont la lampe témoin va s'allumer non seulement pendant l'enregistrement comme c'était déjà le cas, mais aussi pendant le streaming pour vous indiquer que vous êtes en train de tourner. Vous allez avoir deux cadres différents, le cadre rouge qui va s'afficher en intérieur de l'écran pour vous montrer que vous êtes branché en HDMI et le cadre bleu extérieur, nouveauté, qui va vous indiquer que vous êtes en streaming. Et enfin, vous avez un marqueur temporel qui va s'afficher alors uniquement sur votre retour caméra, pas sur l'écran qui diffuse votre image, pour pouvoir, en particulier lors d'événements, avoir cet indicateur temporel pendant votre streaming. Romain, tu as découvert la BGH1 il y a quelques temps, c'est une caméra qui est plutôt unique. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, j'ai eu la possibilité de la tester quand elle est sortie et c'est clair que c'est vraiment une excellente caméra et surtout pour du gimbal, du drone, mais aussi pour faire du streaming, surtout avec les nouvelles fonctions qui viennent d'être ajoutées dans cette mise à jour. C'est important de comprendre qu'il faut déjà être un peu équipé pour pouvoir utiliser cette caméra parce qu'elle n'a pas d'écran. Et donc il faut lui adjoindre d'office un moniteur externe. Mais c'est vraiment une excellente cam micro 4 tiers qui rassemble toutes les dernières avancées de Pana, dont le ProRes RAW, donc c'est pas rien, vraiment. C'est une première sur du micro 4 tiers. Et en plus, ça assurera en basse lumière parce que c'est le capteur du GH5S. Donc voilà, on a en plus l'avantage du micro 4 tiers, c'est-à-dire un énorme parc d'objectifs à notre disposition et vraiment pour un coût limité. Donc ça en fait vraiment une superbe cam. Merci Romain. Toi Bernard, je sais que tu utilises cette caméra dans ton travail au quotidien. J'aimerais savoir ce que tu en penses et surtout ce que tu penses de cette mise à jour. Alors le BGH1, moi j'ai tout de suite aimé l'idée vraiment. D'abord parce que comme énormément d'utilisateurs de GH, j'ai de superbes optiques en micro 4 tiers. Je pense par exemple au Nocticron 42.5 f1.2 asphérique, un véritable bijou. Je pense aussi au Summilux 25 1.4, là aussi un vrai bijou. Et des optiques très versatiles comme l'increvable 1235 f2.8. Donc quand j'ai entendu parler du BGH1, ça m'a tout de suite fait tilt. Et en fait, j'utilise dans mon setup comme un canif suisse. C'est un cube, il est ultra léger, il y a des pas de vis partout. Et en fait, je l'utilise avec un Spigo, bien souvent, avec un Spigo comme ça que je monte ici. Et le Spigo, je le mets dans une rotule d'un Systend et ça me permet d'aller le mettre quelque part en top shot, en hauteur, dans mon cadre. Et quand je fais des capsules tuto
où j'ai parfois des éléments à montrer, par exemple, je sais pas moi, un objet à montrer. En fait, j'ai une caméra, en l'occurrence la lance Cassis, c'est le S1 qui me filme pour les face cam, et j'ai un BGH1 qui est quelque part en hauteur. Comme il est très compact et très léger, c'est très simple pour moi d'aller le mettre un peu n'importe où en fait. Alors évidemment, ce qui est génial, c'est qu'il y a aussi l'interface qui permet de piloter cet appareil à distance, et ça dans les moindres détails, comme c'était déjà le cas avec le GH5 à l'époque. Comme je l'ai dit, le BGH1 il est super compact, il est léger et paramétrable à distance. Et justement, en dehors de ces fonctions vidéo standard, entre guillemets, là de nouveau, sur un firmware, Panasonic nous livre une nouvelle caméra. Et qu'est-ce qui fera pas en fait ce petit BGH1 ? Il fait tout en fait. Mais au-delà de ça, vraiment, pour moi, c'est une vraie caméra dédiée au studio, accrochée ici et là quelque part, encore une fois, de par sa taille et par son poids. Et pour le streaming, comme on l'a vu, c'est un monstre. En connexion LAN, c'est un streaming jusqu'en 4K à 50 et 60 images par seconde, en H.265. Et c'est vraiment pour ça que je parlais de canif suisse. On peut l'utiliser la moitié de la semaine en extérieur avec un petit peu de rig, un petit peu d'accessoirisation, un gimbal, une poignée, un écran par exemple. Et on est parti. Et le reste de la semaine, il est en studio pour la captation ou pour du streaming en version haute def. Donc oui, en effet, et d'ailleurs tu le sais Mathilde, j'ai tout de suite flashé sur ce BGH1. Je l'adore et il a toujours une place dans mon flycase quand je bouge. Merci Bernard. Et bien voilà, nous avons découvert ensemble ces différentes mises à jour, que ce soit pour le S1, le S1H ou la BGH1. Surtout, n'hésitez pas à mettre vos boîtiers à jour dès qu'elles seront disponibles. On vous retrouve très rapidement pour une nouvelle Rec Session. Merci Romain de nous avoir accompagnés sur cette nouvelle vidéo. Merci Mathilde, merci à tout le monde, c'était un plaisir. À bientôt. Bernard, merci également pour ta participation et on te dit à très vite. Salut Mathilde, salut Romain. Merci à vous de nous avoir suivis dans cette nouvelle vidéo. Surtout, n'hésitez pas à nous poser vos questions sur nos différents comptes sur Lumix France Instagram et Panasonic France sur Facebook, ainsi qu'en commentaire de cette vidéo. On attend vos vidéos avec impatience. En attendant, prenez soin de vous, faites des images et à très bientôt.